en termes de remerciements, donc Bojo nous a mis à disposition la salle gratuitement, donc oui, on a de la chance ce soir. Donc moi, je voulais la remercier, Caroline, que vous avez croisée. Ensuite, Rabab, je voulais la remercier en avance pour son intervention, qui vient de la société Ultima. Donc le plan, on parlera alors des ESN. Alors, l'idée, c'est un peu le vie-ma-vie. Alors, je commencerai par les besoins du client final. Vous allez voir qu'ils ne sont pas forcément tout ce que vous pensez. On abordera ensuite le fonctionnement des ESN que vous connaissez. Ensuite, on parlera de vos démarches commerciales. Alors, il y en a qui sont en cours de démarche, mais justement, c'est l'interaction que vous pourriez avoir avec les sociétés de conseil. Et donc, la collaboration freelance-ESN. Donc, on va voir. Donc, j'ai présenté le truc avec une question à chaque fois pour Rabab. Donc, ça fait un petit peu interview, donc on va se passer la parole l'un l'autre. C'est un petit peu une expérience, hein, c'est assez innovant. Les besoins de vos clients, donc vous me dites si je dis une bêtise, mais vos clients, donc, ils ont besoin de digitaliser ou d'automatiser pour un meilleur service ou une efficacité, une qualité. On pense par exemple aux banques. Aujourd'hui, une banque qui a une application qui cloche, et ben on part de la banque. Donc pour eux, c'est un enjeu commercial essentiel. Si on parle de l'efficacité, il y a des gens qui fonctionnent encore avec des vieilles factures papier, et de passer en électronique, ben, ça leur fait gagner beaucoup de gens, beaucoup de personnel, etc. Donc ils ont besoin d'une prestation de service précis parce qu'ils sont engagés dans un langage particulier, dans une techno particulière, et donc ils ont des besoins qui ne sont pas évaluables. Donc c'est la particularité. Et donc ils ont des problématiques de financement, c'est un peu un chèque en blanc. C'est-à-dire que la Société Générale, quand il fait appel pour une intervention, il fait un peu un chèque en blanc. C'est-à-dire qu'il a des besoins, et puis quand c'est fini, c'est fini. Donc c'est vraiment la spécificité de votre activité. Dans le bâtiment, par exemple, c'est pas pareil, parce qu'il y a des budgets qui sont vraiment finis, alors que pourtant ça fonctionne également par mission. Sauf que là, les besoins évoluent en cours de mission, donc c'est pas simple. Donc le financement, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'il y a beaucoup de clients qui utilisent du crédit impôt recherche. Donc il y a deux dispositifs. Donc il y a le crédit impôt recherche qui est vraiment quand il y a un travail d'innovation. Donc on est de plus en plus rarement dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'en général, si vous créez un nouveau moteur, etc., on va être dans le CIR. Mais on est plutôt dans le crédit d'impôt innovation. Si on crée une nouvelle application, c'est le crédit impôt innovation. Bon. Et donc, bien sûr, le gain de productivité ou le gain commercial qui va avec. Donc, vos interventions, elles sont financées par ces dispositifs-là. Voilà. Et la France est assez généreuse en CIR ou en CI pour justement que le monde informatique, on reste à la pointe en France. Du coup, la première question pour Rabab, c'est voilà, es-tu souvent questionné par tes clients pour les crédits d'impôt CI, CIR? Alors oui, on a déjà... Bonsoir. Donc oui, en effet, on est assez souvent interrogé, en sachant que nous, dans notre groupe, on traite le CIR. Donc auparavant, on passait par une société qui est spécialisée sur le CIR, et maintenant on a notre propre service avec des docteurs en recherche qui, eux, interviennent et montent les dossiers de CIR. Sur la partie CII, nous, on a un service innovation, donc c'est eux qui gèrent vraiment cette partie-là. Et donc en fait, dès qu'on a les clients qui nous demandent, on les met en relation avec ces experts en fait, qui ont la capacité de les aider pour monter le dossier, parce que c'est très complexe, il y a des inspecteurs, il y a des risques d'échec aussi. Il y a des risques d'échec, et c'est surtout que c'est des fonds importants, et vous comprenez bien que l'État ne donne pas l'argent comme ça. Donc ça peut aller de 200 000 à 500 000 euros en fonction de l'entreprise. Et donc vraiment, il y a une inspection qui se fait, il y a des dossiers qui se font. Il y a des inspecteurs qui viennent pour poser des questions et vérifier justement si tout est valable, tout est OK pour débloquer cet argent. Ça met du temps, par contre, entre la mise en place du dossier, la validation et la réception des fonds, ça peut mettre 1 an. Ok, ben, vous voyez, ça fait partie du travail des ESN qui est dans l'ombre. Alors, quand on est travaillé comme indépendant, c'est pour ça que certains clients, ils ont du mal à bosser avec des indépendants directs. Ils veulent toujours une ESN pour justement justifier que c'est bien une dépense d'informatique. Et que c'est pas un indépendant qui prend des sous via sa femme ou via des trucs, enfin, via n'importe quoi. Ou quelqu'un du bâtiment qui se fait passer pour un consultant informatique qui vient chercher du CIR. Il y a beaucoup de magouilles dans ce système-là, c'est pour ça que dès que vous demandez un CIR, vous avez un contrôle fiscal derrière.
Fonctionnement des ESN, alors je vais rien vous apprendre, donc c'est de placer ces consultants spécifiques aux clients. Donc trouver l'adéquation entre le profil consultant et le besoin client. Par exemple, si Société Générale, ils appellent, mettons, une ESN, et qu'ils cherchent, mettons, un expert DevOps, et que le ESN n'a pas d'expert DevOps, et qu'elle a deux personnes en intercontrat, du coup, elle va les former pour essayer qu'ils répondent aux besoins. Et éventuellement, ils vont peut-être faire appel à un indépendant pour soutenir cette personne. Donc il y a un contexte de pénurie de main-d'œuvre dans la tech. Les ESN sont complètement touchés, mais les clients finaux sont touchés. Et donc les consultants salariés, hein, j'entends, sont plutôt jeunes et ils ont besoin d'un encadrement technique. Voilà. Donc vous, les freelances en général, vous avez un vrai intérêt pour les ESN parce que eux, ça leur permet de garder un client, parce que si il y a Société Générale qui appelle tous les jours Rabab et puis que Rabab n'a rien à leur proposer, au bout d'un moment, ils vont se fatiguer, ils vont plus appeler Rabab, ils vont appeler un autre. Voilà. Et donc eux, ils ont intérêt, même s'ils n'ont personne de disponible, de leur trouver des consultants pour regarder un certain sérieux vis-à-vis des entreprises finales. Donc leur besoin, c'est ça. Donc la question qui va derrière, voilà. Alors pourquoi tu recours à un freelance? Plutôt pour accompagner tes consultants ou plutôt pour satisfaire un besoin client spécifique? La question précise. Alors, pourquoi j'ai recours à un freelance? Alors, il y a deux cas de figure. Alors, tout simplement parce que je ne trouve pas la ressource directement en tant que salarié ou en tant que sous-traitant. Donc, je vais appeler un freelance. C'est ce que je fais majoritairement sur des expertises spécifiques. Et surtout parce qu'il y a un besoin pointilleux auquel je ne peux pas répondre. Pourquoi accompagner tes consultants ou satisfaire un besoin client spécifique? J'ai deux cas de figure. Je reprends ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit qu'il y a certaines demandes clients. Oui, ils vont faire appel à moi ou moi, je n'ai pas la ressource. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a certaines entreprises qui sont catégoriques, comme l'ASG par exemple, la Société Générale, qui ne veulent pas d'indépendants proposés par une ESN. C'est-à-dire qu'ils veulent une totale transparence parce que les achats l'imposent, surtout pour leur CRM et toute leur sécurité. Donc là, il faut que nous, on soit transparents en disant cette ressource est un indépendant, donc en totale transparence. Après, il y a des sociétés, ça leur est égal. Mais majoritairement, les freelances, c'est vraiment quand je n'arrive pas à combler le besoin en interne avec mes propres ressources. Donc c'est là où je fais appel spécifiquement aux freelances. Après, moi, c'est vrai que j'ai des besoins qui sont ouverts aux deux, donc j'ai pas de frein particulier. C'est vrai qu'un salarié, c'est un coût, mais un freelance, il va avoir vraiment plus d'investissement, plus de motivation, et c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut pas. Et c'est clair, dès le départ, parce qu'il travaille pour lui-même. C'est pas la même chose qu'une personne qui est en ESN et qui lui dépend d'une entreprise. Donc la satisfaction, elle est différente. Donc sur la démarche commerciale du freelance, donc un freelance, vous en faites partie, donc on vient aller chercher une mission sur mesure. C'est d'ailleurs une des grandes raisons pour lesquelles les consultants passent en portage, parce qu'ils ont une liberté de choisir leur mission. Un jour ils vont travailler avec Raval, un jour ils vont travailler avec une autre, parce que justement ils ont une mission qui leur est plus proche. Donc 90% des missions se font par le biais d'une ESN. Donc vous pouvez chercher éperdument à dériver, à contourner les ESN, mais il y a de très fortes chances que vous y passiez quand même. Donc en général, le freelance, il répond aux offres d'emploi des ESN. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais voilà. Plus rarement via le réseau réel, on appelle ses anciens collègues, ses anciens chefs, etc. Ils ont changé de société, et puis au final, ils arrivent à vous trouver la mission, mais des fois, il faut quand même passer par l'ESN au final. C'est là. Donc les clients exigent souvent l'intermédiation d'une ESN, c'est ce que je vous disais, donc, pour le CIR, pour le CI, mais aussi pour les risques de marchandage. Alors Société Générale, c'est principalement le cas, ils ont peur de la requalification du marchandage. Parce qu'ils ont eu, je pense, ils ont dû avoir une requalification assez méchante par l'URSSAF, mais bon. Voilà. Il y a eu des exemples avec Airbus, tous les grands comptes, ils n'aiment pas bosser avec des indépendants directs. C'est pour ça qu'ils aiment bien les sociétés de portage aussi. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de risque de délit de marchandage. Mais le risque de requalification, il faut savoir que l'entreprise est condamnée à payer tous les salaires depuis le début de la mission freelance, plus toutes les charges. Donc imaginez que vous ayez 100 salariés donc non seulement ils ont payé la facture, ils doivent repayer tous les salaires et toutes les charges. Donc imaginez que... Voilà. Donc le recours à une ESN, donc moi, me paraît incontournable.
il n'est pas absolument incontournable, mais il est incontournable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous priver dans vos recherches de travailler avec une ESN. Je vous dirai tout à l'heure, mais moi je vous propose plutôt de partir sur la transparence, donc je vous invite même aux ESN, pour que justement tout le monde sache exactement ce qui est fait. Donc la question qui va avec, donc voilà. Rabat, donc comment réagis-tu quand un freelance postule à une de tes offres d'emploi? Voilà. C'est très simple, moi je l'appelle avec un contact très chaleureux. Donc moi j'ai un très très bon contact avec les freelances parce que j'estime que c'est du donnant-donnant et surtout c'est des profils qui savent très bien ce qu'ils veulent. Donc moi c'est parfait, ça m'évite de passer sur une étape de négociation et surtout de persuader sur l'opportunité de poste. Donc je fais vraiment un point sur ce qu'il veut et ce qu'il veut pas, comme ça au moins sur les opportunités on avance. Et surtout quand il postule, c'est parti. Moi je suis très dans l'action-réaction. Donc dès que j'ai sa candidature, moi j'ai déjà collaboré avec des salariés de Régiportage, en tout cas des indeps de Régiportage, sur les missions ça se passe très bien. Dès qu'ils finissent sa mission, on rebascule sur d'autres opportunités. Donc j'ai appris à les connaître. Pour moi, ils font partie de mes équipes, même si c'est des indeps. Donc il y a une satisfaction totale sur les projets parce que, on a identifié dès le départ ensemble ce qu'ils voulaient faire, quels étaient les secteurs, parce qu'il y a certains consultants qui ne veulent pas aller sur certains secteurs. La localisation, c'est très important, et surtout au niveau de ses attentes, quelles techno sur lesquelles il a envie d'avancer, lesquelles sur lesquelles il ne veut pas, si c'est quelque chose de trop obsolète ou autre, s'il veut de l'anglais. Donc vraiment, c'est des critères que l'on voit directement dès le départ, pour éviter moi la perte de temps, parce que si la mission ne lui convient pas, il va démarrer pour sortir, j'ai aucun intérêt. Je ne vais pas vous mentir que je m'économise aussi du travail, comme pour lui, comme pour moi. Et c'est surtout aussi de lui dire d'être totalement satisfait de l'opportunité dans laquelle il va partir et de pouvoir collaborer derrière. Donc c'est de la transparence, vraiment. Je considère mes indeps comme mes collaborateurs. On travaille en équipe, c'est-à-dire que moi je gère la partie avec justement, on va dire toute la partie RH, toute la partie négociation, et lui il assure son génie, son talent en mission. C'est tout simplement ça. À partir du moment où lui il assure, moi j'assure, ça roule. Tout simplement. Donc alors je vais vous parler du dernier item. Après comme ça on pourra... Voilà, vous voyez c'est des formats courts qu'on a choisi exprès pour que ça reste agréable et puis que derrière ça instaure leur dialogue. C'est sur la collaboration freelance-ESN. Donc l'ESN facilite la mission sans lien de subordination. C'est-à-dire que c'est pas elle qui va vous dire prends tes congés, etc. C'est vous qui allez voir directement avec le client final. Elle propose un appui commercial. Elle fait aussi un soutien technique des équipes, c'est-à-dire que vous, si dans votre mission, vous bossez avec une ESN, c'est pas juste une boîte aux lettres. Vous pouvez également vous appuyer sur elle quand vous avez une petite panne sur une techno en particulier. Voilà, si à un moment, il y a un truc dans un algorithme que vous bloquez, vous pouvez appeler votre ingénieur d'affaires et lui dire, voilà, c'est pas qu'une boîte aux lettres, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Et vous pouvez aussi leur faire comprendre, dire, voilà, pas une boîte aux lettres, etc. Et je pense que ça crée un lien et c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc il faut aussi l'intermédiation, parce que vous pouvez tomber sur un chef de service ou sur, qui met en danger votre mission, qui vous avez envie de partir alors que c'est une mission qui vous intéresse. Donc vous pouvez justement vous appuyer sur le SN pour créer ces problèmes qui pourraient arriver. Je pense que Rabat aura des exemples. Mais voilà, aussi pour la fourniture de matériel ou aussi le rattrapage des délais de règlement, parce que des fois il y a des clients qui payent 60 jours et des ESN qui facilitent la chose. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'informer l'ESN de l'avancement de la mission, de ne pas se contenter de faire des feuilles d'heure, mais d'aller un peu plus loin, de lui dire voilà, aujourd'hui on a bien avancé, on est sur le truc, on ne voit pas encore le bout, au contraire on voit le bout dans 3 mois, dans 6 mois, de bien discuter ensemble, et également de la satisfaction client, parce que pour lui c'est important, parce qu'il va peut-être placer d'autres consultants si jamais il a besoin d'encore plus de travail, et donc ça va l'aider, et puis vous allez pouvoir aussi peut-être négocier, si jamais vous l'aidez à trouver d'autres missions, peut-être vous pourrez négocier des choses. Voilà, ça c'est à vous, vous êtes des hommes d'affaires aussi, donc vous pouvez, voilà. Donc la marge des ESN est variable, nous on conseille la transparence, comme je l'ai dit. Donc le client final appartient à l'ESN, donc le freelance ne peut donc pas voler entre guillemets le client sans avoir échangé avec elle. Ça c'est fait, mais voilà, il faut le jouer, la carte de la transparence du début à la fin. Moi je conseille vraiment d'en parler, voilà, c'est important.
Donc là, la question, on elle connaît les questions normalement, hein, parce que c'est des questions un peu pièges. Bon alors, du coup, comment suis-tu tes freelances et quels conseils pourrais-tu leur donner quand ils discutent avec leur ingénieur d'affaires, etc. Alors, comment je suis moi mes freelances? C'est très simple, comme j'ai dit, je travaille avec eux en équipe. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis très connectée. Donc, WhatsApp, Signal, appel, Telegram, tout ce que vous voulez, j'ai tout. Donc, dès qu'ils ont une question, dès qu'ils rencontrent une problématique, parce que c'est vraiment, je suis en point de vigilance. Il y a un problème de facturation, ils m'appellent. Ils ont un problème avec un manager qui leur met des bâtons dans les roues. Je suis là pour intervenir, je suis là pour les accompagner et sécuriser leur mission. Je suis aussi en transparence si ce qu'on avait convenu en termes de poste, en termes de techno et au niveau de sa relation dans l'équipe, c'est pas respecté. Ça, c'est mon rôle aussi de lui dire, ok, comment ça s'est passé. Moi, je fais un APA qu'on appelle, donc c'est l'appel de bien arrivé. C'est faire un petit point justement le premier jour, comment tu t'es senti, comment ça s'est passé, est-ce que ça correspond à tes attentes. On refait un échange vraiment assez, je dirais un suivi assez poussé dans le mois. Pour savoir justement est-ce que ça correspond vraiment à ses attentes, si l'équipe est bien, comment ils se sentent à l'aise. Donc ça, c'est très important. Les conseils que moi, je pourrais donner aux freelances, c'est de rester eux-mêmes. Vraiment, c'est très important de se sentir épanoui dans une entreprise. L'argent ne fait pas tout, certes, ça paye les factures, mais si dès le départ, vous ne vous sentez pas à l'aise, il faut le dire tout de suite. Ça ne sert à rien de continuer sur un projet qui ne vous convient pas. Il faut peser le pour et le contre, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de transparence. Moi, je leur dis comment tu te sens, dis-moi, voilà, il n'y a pas de souci. L'objectif, c'est vraiment d'avancer, que lui soit à l'aise, que le client, si ça ne correspond pas, on intervient. Parce que moi, j'ai déjà eu le cas de figure où j'ai un consultant, il n'a pas trouvé ailleurs, donc il reste par dépit, alors qu'on sent qu'il n'est pas là, sauf que la communication non verbale, le gestuel joue, et on le sent, que le consultant n'est pas dedans, qu'il n'est pas à l'aise, et qu'il n'y a aucun intérêt à rester dessus. Donc là, on discute, on essaie de... Moi, je suis déjà intervenue avec le client, il m'a dit oui, en effet, il n'a pas été intégré, on n'a pas eu le temps de le voir, on n'a pas eu le temps de le préparer, donc il rectifie, il tire et ça roule. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être transparent et de vous dire, je suis considérée certes comme un indep, parce qu'il y a certaines entreprises qui font la différence, mais je fais partie intégrante de l'équipe. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de distinction entre vous et les autres personnes qui sont sur place. Tu as posé une autre question, si juste avant, si tu peux te remettre sur le slide d'avant. Oui, donc ça c'est très important, sur la partie fourniture de matériel, délai de règlement. Ça, on en parle tout de suite. Comme ça, le consultant, il ne se sent pas lésé. Ah, mais mince, ma facture n'a pas été payée, alors que moi j'avais négocié 45 jours fin de mois, ou 30 jours fin de mois, ou à fin de mois. Voilà, c'est dès le départ, quelles sont les conditions de paiement? Parce que tout le monde a des factures à payer, hein, donc c'est très important de savoir dès le départ quelles sont vos conditions. Au niveau du matériel, moi je le vois tout de suite. Est-ce que le consultant doit venir avec son matériel? Est-ce qu'il est fourni par le client? Ça, c'est cash dès le départ. Concernant la transparence aussi au niveau du contrat, on en a parlé tout à l'heure. Alors oui, en effet, le terme volet est un peu fort, mais voilà, appelons un chat, hein, pour être clair. Il y a des clauses dans le contrat qui stipulent comme quoi que le consultant n'a pas la possibilité de collaborer en direct. Je vais juste faire une précision, parce que en fait, dans une clause de non-concurrence standard, vous ne pouvez pas concurrencer votre employeur, mais c'est une clause qui est payée, donc qui est assez rarement suivie. Par contre, c'est pas parce que vous n'avez pas de clause de non-concurrence que vous pouvez voler entre guillemets le client, parce que en fait, la propriété, c'est comme si vous aviez pris des listes de clients finalement, un peu comme un commercial qui part avec les clients. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, et ça, c'est pas de la non-concurrence, c'est de la propriété intellectuelle. Et donc, du coup, c'est dans ce cadre-là, c'est pour ça que je fais la précision, qu'il faut être relativement vigilant. Bon, j'ai jamais vu de procès, mais s'il y a vraiment, ça peut arriver. Ça peut arriver, donc il faut vraiment travailler en transparence. Donc, Oui, alors justement, moi j'ai déjà eu le cas de figure où j'ai un indep qui était en mission, ça se passait très bien, ça faisait plus de 10 ans qu'il était indep, puis il a eu une opportunité avec moi en mission, à côté de chez lui, bien payé, en voiture, vraiment il avait toutes les conditions, cantine, salle de sport, tout ce qu'il voulait. Et donc au final, le client m'a sollicité en me disant voilà, on souhaiterait l'internaliser, comment ça se passe? Donc il a discuté avec lui, ils sont revenus vers moi tous les deux, on a négocié justement ensemble comment ça allait se passer, et il a intégré l'entreprise. Donc il a changé de statut, mais en transparence directement, parce qu'un client ne peut pas, il a des clauses avec moi, et aussi l'indep a un contrat avec moi. Donc c'est vrai qu'il n'y a aucun intérêt, parce que de toute façon tout se sait, et l'objectif c'est
que lui, au final, il soit bien dans la mission et que le client soit satisfait. Et majoritairement, ces personnes-là, quand elles sont internalisées, c'est que c'est des personnes qui sont compétentes et qui vont apporter d'autres aussi ressources, d'autres projets. Il faut voir à long terme. Et ça, c'est quelque chose d'important.